Ce truc de pulsation cinématographique, de mouvement permanent, etc. Je pense que c'est un des fondamentaux du cinéma. Pour moi, le cinéma, c'est une expression rythmique, musicale. Il y a un langage cinématographique qui a beaucoup à voir avec la musique, en fait. Can she be late for her Pardonnez-moi cinema? d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Aujourd'hui, dans The Cinema Show, on est très content de recevoir un cinéaste qui, mine de rien, en 2 films, fait déjà un bien fou au cinéma français. C'est Antoine Rimbaud. Bonsoir Antoine, comment vous allez? Bonsoir, merci pour l'intro. Ah bah, et c'est pas toujours le cas, hein. On dit pas toujours ça, donc c'est que c'est réel. Merci. Alors, 5 ans après votre première réalisation, Une intime conviction, vous êtes de retour avec Une affaire de principe. Vous avez pu bénéficier du 1er mai pour sa sortie. Est-ce que vous avez déjà des nouvelles sur les chiffres, sur le nombre d'entrées en salle? Alors, il y a un raz-de-marée, là, le 1er mai, c'est le film d'Artus, un petit truc en plus, qui écrase tout sur son passage, donc on est dans le tout. Et c'est pas un démarrage évident, là. C'est pas facile. Donc, on va s'accrocher. On a un bon bouche à oreille, on a une bonne note spectateur sur Allociné qui raconte que c'est un bon bouche à oreille. On a une bonne satisfaction des gens et les échanges qu'on a eus avec les spectateurs sont passionnants et encourageants. Mais il faut qu'on s'accroche un peu après un démarrage pas facile. Ouais. Bon, bah, j'espère que le fait qu'il y ait un succès quand même avec le film d'Artus, ça va ramener aussi les gens en salle à aller Oui, voir les normalement, ça a autres des films qui est à vertus. côté. Ouais. Ouais, normalement, ils sont contents d'aller en salle et ils y retournent la semaine d'après, ils vont en voir un autre et là, on est là. Bah ouais, bah vous êtes là. Bah alors on va revenir un petit peu au commencement. Qu'est-ce qui vous a déjà donné envie d'écrire et de réaliser un film sur les arcanes du Parlement européen? Parce que j'ai lu que c'était pas forcément le projet sur lequel vous étiez parti à la base. Ouais, alors la première envie qui m'amène là, c'est quand même un peu ce qu'est le film à l'arrivée, c'était de faire un thriller sur des sujets que j'ai pas vus beaucoup au cinéma, sur les lobbies. Voilà. Et je m'intéressais à l'idée de la démocratie face aux lobbies. J'étais plutôt sur des personnages plus classiques de journalistes et j'étais sur une institution qui est Interpol, qui se trouve en Europe, mais pas que, mais pas du côté du Parlement. Et on a abandonné ce projet qui était trop dense parce que beaucoup trop de lobbies, pour le coup. Une histoire vraiment très compliquée, très très vaste. Peut-être pour une série, mais moi je veux faire des longs métrages au cinéma. Et dans les recherches sur cette affaire, on avait trouvé l'affaire Dali. Et en tirant le fil de l'affaire Dali, effectivement, ça se passe dans les coulisses des institutions européennes. Et en plus, il y a José Bové, dont on s'est dit que ça pouvait être un super personnage. Donc, on est allé à sa rencontre. Et puis, du coup, la rencontre avec José Bové et son assistant parlementaire, donc en fait, avec les protagonistes du film, font basculer le projet. Et voilà, et ça donne ce film. Et du coup, c'était pas forcément le premier projet adapté par rapport à des faits réels, ou ça l'était quand même un peu? Si, si. Enfin, en fait, moi, le premier film que j'avais fait, c'était cette ADN et cette méthode. Et donc, je recommence. Et en fait, dans tout ce que je fais, je pars toujours de plein de documentation. J'aime bien ça. Il faut que je change un jour, mais pour l'instant, ça marche. Et donc, voilà, je creuse un peu ce sillon-là. J'adore me perdre parce que bon, ça fait 2 fois que je fais des films d'enquête. Souvent, écrire un scénario, ça ressemble un peu quand même à un truc obsessionnel d'enquête. Et donc voilà, il se trouve que j'ai l'impression de me plonger moi-même dans une enquête à travers les recherches que je fais et faire un film là-dessus, en fait, sur quelqu'un qui fait une enquête et qui fait des recherches. Et c'est vrai qu'après Une intime conviction, vous restez dans l'univers du thriller d'enquête. Qu'est-ce qui vous attire dans ce style de film? C'est ça, c'est le fait que quand vous êtes en tant que scénariste, vous-même, vous faites une enquête? En tant que spectateur, j'adore être très très mobilisé sur l'intrigue. J'aime les intrigues, j'aime les personnages. C'est toujours quand on écrit des scénarios, il faut toujours faut jamais choisir entre l'intrigue et les personnages. C'est d'abord les personnages qui nous emmènent et qui nous drive. Mais moi, j'aime bien passer par l'intrigue. J'adore être mobilisé, j'adore l'écriture de suspense. J'ai l'impression que c'est comme ça que je travaille et que j'aurais du mal si on m'enlève ça, quoi. À faire un film portrait, par exemple, j'aurais du mal, ou un film chronique, j'aurais du mal. Et j'adore en tant que spectateur, mais moi, je suis pas sûr de savoir le faire. Donc, j'aime effectivement l'intrigue, la complexité de l'intrigue et la dramaturgie. Et du coup, bah, j'aime beaucoup être mobilisé en tant que spectateur et être enquêteur moi-même. C'est-à-dire que quand on me donne
des indices 1 plus 1 plus 1 que je dois additionner pour faire 3, bah, ça me maintient éveillé séquence après séquence, quoi. Mais ça se sent dans votre mise en scène et aussi dans le montage du film qui est super dynamique. Et c'est ça qui, pour vous, fait un bon thriller. Donc, c'est cette tension continue, on est toujours en haleine. Alors, je pense que au-delà du thriller, là, pour le coup, la dynamique, le rythme, pour moi, c'est le cinéma. Pour moi, le cinéma, c'est une expression rythmique, musicale. Il y a un langage cinématographique qui a beaucoup à voir avec la musique, en fait. Mm, Plus, à mon avis, le cinéma a plus à voir avec la musique qu'avec la peinture, par exemple, mm. ou la littérature, à mon avis. Voilà. Donc, ce truc de pulsation cinématographique, de mouvement permanent, etc., je pense que c'est un des fondamentaux du cinéma. Et oui, dans ce que j'écris, je crois qu'il y a un truc un peu de peur du vide. Il y a un truc où je refuse de lâcher ce rythme. Peut-être que dans quelques années, je ferai un film qui sera pas un film d'enquête, qui sera pépère, et que ce sera bien quand même. Mais ouais, j'aime ça. J'aime ça, j'aime le crescendo. J'adore que la dernière partie du film passe à toute vitesse. J'aime cette expérience en tant que spectateur et c'est ce après quoi je cours, quoi. Mais en tout cas, vous réussissez plutôt bien, je trouve, déjà sur vos deux premiers films à avoir ce crescendo-là parce qu'on le ressent en tant que spectateur. C'est vrai que il y a un certain plaisir à le ressentir. Mais du coup, vous parlez de cinéma plus en général, c'est-à-dire que même si vous faisiez un autre film, cette notion de rythme, tout ça, elle serait toujours, de dynamisme, elle serait toujours là. Oui, oui, c'est sûr. Mais de toute façon, tout n'est que rythme au cinéma. Le montage, enfin, quel que soit le film, hein, quelle que soit la typologie du film, le cinéma, c'est de la musique, hein, je suis convaincu de ça. Alors, j'ai lu aussi que vous qualifiez votre film de thriller de bureau. C'est quoi un thriller de bureau? On pourrait dire thriller lo-fi aussi, en opposition à hi-fi. Bah, c'est un thriller qui se passe des clichés du genre, c'est-à-dire des armes à feu, des poursuites en voiture. Voilà, il n'y a pas d'enjeu de vie ou de mort. Et effectivement, c'est à toute petite échelle et c'est des idées un peu c'est des histoires de dossiers, c'est des histoires de recherche d'informations, c'est des histoires les armes de nos protagonistes, c'est des conférences de presse. Voilà, c'est à cette échelle-là. Et ce qui m'intéresse dans cette expression ironique thriller de bureau, c'est que c'est très chiant, hein. Moi, j'aime pas travailler dans des bureaux. Et donc mais en fait, il y a du spectaculaire et du cinéma aussi et donc ici au Parlement européen, et donc j'aime surtout l'idée, derrière l'idée du thriller de bureau, et je dis ça avec le sourire évidemment, il y a l'idée de faire des parlementaires et des assistants parlementaires des héros de cinéma. Il y a cette idée-là surtout en fait. Et, euh, et alors là, en plus, donc c'est un thriller politique. Encore une fois, il n'y a pas d'enjeu de vie ou de mort, même pas symbolique. Dans mon précédent film, aux assises, il y a un enjeu de vie ou de mort symbolique très fort, quoi, hein, coupable ou innocent. Bon, d'abord, il y a dans les films de procès aux assises, c'est des crimes, donc il y a souvent des victimes. Nous, c'était une disparition, mais il y a quand même une femme qui a disparu. Et donc, il y a un enjeu. Enfin, je veux dire, la mort au-delà, nous, on n'a pas ça. Et donc, les enjeux, c'est une directive, en l'occurrence une directive anti-tabac, une loi qui a changé le monde. Voilà. Et ça, pour moi, émotionnellement, c'est puissant. Et le pari du film, c'est ça. Quand je suis allé dans l'hémicycle européen, j'ai eu un vertige émotionnel en voyant 720 députés voter. J'avais envie de représenter ça. Quand j'étais gamin, je vibrais à Mr. Smith au Sénat de Frank Hmm. Capra. J'ai ces souvenirs de cinéma là. Voilà, et d'autres. J'aimais cette idée-là, qu'en fait, l'enjeu du film, c'est un vote, c'est la démocratie, et que c'est là pour ça que c'est pas passionnant, palpitant, et qu'on peut pas y injecter eh ben, du cinéma et du spectaculaire. Ouais, votre film commence d'ailleurs par cette scène de vote. Et thriller de bureau n'est pas égal à ennui, du coup, on n'est pas sur un épisode d'Inspecteur Derrick. Ouais. Qui c'est qui a écrit ça? C'est dans l'IB, non, qu'ils ont écrit ça? Non, Maigret. Ils ont comparé le film à un mauvais épisode de Maigret. Ah ouais, ils ont dit ça. C'est très con parce que Maigret, c'est formidable. Mais bon, pardon. Donc oui, non, on n'est pas dans des... Ouais, bon, mais ils ont pas dû capter. Ils ont pas dû capter votre Non, film. c'est pas son truc. Alors, vous adaptez avec Marc Sirigas le livre de José Bové, Hold Up à Bruxelles, les lobbies au cœur de l'Europe. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce livre?
Bah, en fait, je suis arrivé au livre par l'affaire Dali. Donc, je trouve l'affaire Dali, je lis tout ce que je peux trouver, je vois que José Bové s'est investi, je comprends qu'il a... Du coup, je m'intéresse à José Bové, je vois qu'il a écrit ce livre et je vois que dans ce livre qui raconte ses années au Parlement européen, il y a 5 ou 6 chapitres sur tous ces combats et il y en a un, c'est sur l'affaire Dali. Donc, je me dis, bah, c'est bien, c'est un condensé, allons voir. Je retrouve des éléments que je connaissais et plein que je ne connaissais pas. Et puis surtout, il y a un point de vue. C'est-à-dire, tout d'un coup, on cherche que ça, nous, quand on écrit des scénarios. Et quand on cherche des héros de cinéma dans le réel, on cherche un point de vue de cinéma. Parfois, c'est pas les personnages qui nous le donnent, c'est nous qui le trouvons. Mais là, j'ai un personnage, j'ai un point de vue. Ça part d'un bureau, c'est à l'échelle d'une petite équipe très démunie, d'un seul député, seul contre tous et seul contre le président de la commission et les lobbies du tabac. Donc j'ai l'impression qu'il y a énormément d'ingrédients cinématographiques. C'est une histoire qui a l'air perdue d'avance et finalement, ils l'ont emporté à force d'abnégation, d'acharnement. Tout ça, c'est du cinéma. Et José Bové, que je m'empresse d'aller rencontrer chez lui, il est bigger than life. Il a vraiment un truc extraordinaire, quoi. Et en plus, il est même physiquement, c'est-à-dire que on peut le Bah, on le croquer, quoi. reconnaît direct, voilà. Voilà. C'est vraiment un personnage de Ouais. cinéma. Donc tout ça me séduit. Et effectivement, je cherchais à faire un film qui avance sur les dialogues, dont l'intrigue, voilà, où toute la rythmique est impulsée par ce qu'on nous raconte, quoi. Ce qui est toujours très casse-gueule, hein. On sait bien que le cinéma, c'est toujours show don't tell. Il faut montrer plutôt que de dire. Et Ouais. là, on est parti à l'inverse. On est parti sur un projet où le dialogue porte. Ce qui est un truc casse-gueule et ambitieux, mais moi j'adore ces films-là. Oui, c'est vrai, c'est encore Denis Villeneuve aussi, il n'y a pas longtemps, je crois, sur son Dune, il parlait du fait qu'il aimerait complètement bannir les dialogues. Alors, c'est un tout autre style de film que le vôtre, mais là, c'est Ouais. vrai que vous êtes sur le pari inverse, et franchement, Mais c'est marrant ça parce marche bien. que moi, à l'inverse, je trouve Denis Villeneuve est un génie. Je me suis un peu ennuyé à Dune 2 parce que je trouvais que c'était beaucoup trop bavard, quoi. Et Mhm. justement, on sent que ça ne l'intéresse pas de filmer les gens qui parlent et que c'est pas l'enjeu majeur de Dune, en fait, son raconte. Mais C'est bon, peut-être moi ça qui fait la faiblesse du second. j'aime bien filmer les gens qui parlent. Bon, Dune 2 est un tout petit peu plus puissant que mon film, hein. Je dis ça, c'est pas pareil. Mais, Ah, il y a un moi, crescendo dans le vôtre aussi. c'est gentil. Pour le coup, il y a moins de sable aussi. J'aime bien l'idée de filmer les gens qui parlent. Et en même temps, parce que c'est difficile, quoi. Donc, j'aime bien l'idée qu'on va fabriquer une tension avec des scènes de dialogue. Et qu'est-ce qu'il a apporté, José Bové, à l'écriture du projet? Une rigueur. Donc, il n'a pas à proprement écrit le scénario. Par contre, ils étaient tous les deux, c'est José et Jean-Marc Desfil, son assistant parlementaire. Donc, en fait, c'est nos protagonistes, quoi. Mhm. Et donc, la troisième protagoniste, c'est Clémence dans le film, qui est un personnage inventé. Mais ce qu'elle fait a été fait par Jean-Marc. Donc, c'est un peu nos protagonistes qui nous ont conseillé, c'est-à-dire à qui on a fait lire différentes versions du scénar pour s'assurer qu'on n'écrivait pas de conneries sur le fond. Voilà, c'est surtout là qu'ils sont intervenus. Par contre, ils n'ont pas eu du tout, ils ont même pas ni osé ni eu envie de faire des commentaires sur toute la fantaisie et sur tout ce qu'on avait créé, c'est-à-dire ce réel qu'on avait transformé, auquel on avait trouvé une forme. Voilà, ça, ils n'ont pas commenté, c'est le cinéma et c'est notre travail et pas le leur, et ils ont complètement accepté ça. Par contre, j'avais pas envie de commettre des erreurs sur le fond du fonctionnement du Parlement. Et ils nous ont apporté quand même qu'on les a beaucoup écoutés, fait parler, enregistré avec leur autorisation évidemment, et que du coup on leur a piqué énormément de mots, de choses, par exemple cette histoire de distinction qui est faite assez tôt dans le film entre le droit et la justice, c'est vraiment un truc que nous dit José Bové assez vite, et on s'empresse de le noter et ça va structurer ensuite le film et l'apprentissage de Clémence. Voilà, donc c'est notre matière première, en fait. José et Jean-Marc sont vraiment nos sources principales d'inspiration, entre guillemets, au cœur du scénario, mais ils n'ont pas du tout collaboré au dialogue autrement que, voilà, en les inspirant. Ça doit être compliqué de compiler comme ça toute cette matière première et d'en retirer un film qui au final va durer qu'une 1 heure et demie.
Alors, on n'a pas écrit un film d'1 heure et demie, on a écrit et tourné un film de 2 heures. Je crois que le premier montage faisait 2h05. Effectivement, parce que c'est compliqué. Déjà, c'était pas mal comme challenge 2 heures. Et ensuite, au montage, on a resserré, raboté et fait sauter des séquences qui nous éloignaient de l'intrigue. Donc, c'est un travail de réécriture, le montage à chaque fois. Et après, c'est le film qui s'impose. C'est-à-dire, le film vous dit quelle est sa durée. Et voilà. Mais oui, le gros du boulot à chaque étape, c'est de couper, c'est de faire des choix. Et en même temps, on voulait garder la complexité. Alors, c'est marrant parce que sur certains retours, j'entends que le film est trop didactique, qui fait œuvre de pédagogie comme si c'était un énorme défaut. Et bon, moi, d'abord, j'assume ça. C'est-à-dire, j'ai fait un film dans lequel, j'espère, on apprend un peu des choses. Mais surtout, c'est une matière très chiante, quoi, très compliquée. Et donc, je suis assez content que l'essentiel des retours, ce soit qu'on s'ennuie pas et que même si on comprend pas tout, on comprend quand même l'essentiel. Et pour moi, je trouve pas du tout que ce soit un gros mot, la vulgarisation. C'est-à-dire que le cinéma, pour moi, c'est un art populaire et il est bien évident qu'un film d'1 heure et demie doit pas ressembler à un cours de droit constitutionnel de 3 heures. Et si on a compris 5% de ce qu'on comprendrait sur enfin, un cours de droit constit, c'est déjà bien, quoi. Donc, moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est le rythme et la forme. C'est en quoi ce qu'on fait devient du cinéma. C'est ça mon boulot, en fait. Ouais. Et à l'intérieur de ça, bah, je veux qu'on ait un peu des codes. Je comparais souvent quand on avait des retours sur le scénario, parce que tous les retours sur le scénario, il y avait toujours quand même, on comprend pas ci, on comprend pas ça, est-ce qu'il faudrait pas expliquer, etc. Et on a eu deux fois dans le film, je crois, Clémence qui pose des questions qu'on se pose, genre c'est quoi l'OLAF? Effectivement, personne ne sait ce que c'est, il faut le dire un peu, alors que le FBI, on n'a pas besoin. Bon, bah, ça, c'est tout le challenge du film, quoi. Le FBI, la CIA, le Capitole, tout ça, c'est représenté dans le cinéma américain, on connaît par cœur. Nous, le Parlement européen, les institutions européennes, on n'a pas les codes. Donc, il faut un tout petit peu les appréhender. Mais je répondais souvent que moi, quand je regardais des épisodes d'Urgence, c'est générationnel, mais Urgence, ça a été la grande série hospitalière pendant 20 ans. C'était écrit avec des conseillers qui étaient des médecins. C'est que du jargon de médecins qui parlent à d'autres médecins ou à des infirmières. Si on n'a pas fait médecine, on comprend pas 90% des dialogues. Ça n'empêche pas cette série d'être accessible, d'être populaire, d'être suivie. Les 30 premières minutes, c'est la première fois qu'on regarde un truc comme ça, que ce soit Urgence ou un techno-thriller ou je sais pas, il y a plein d'exemples. J'adore un film qui s'appelle Margin Call, par exemple, Ouais, qui est j'adore très aussi. complexe. Incroyable. J'adore le film d'Adam McKay, The Big Short. Ouais. Moi, je comprends rien au shortage, mais vraiment rien. Je l'ai vu 5, 6 fois le film. Je comprends toujours rien à ce qui se raconte. Mais il y a Mais Margot c'est Robbie dans un bain, donc on comprend mieux. voilà. Donc ils ont eu ce truc un peu ironique, satirique de le faire expliquer par Margot Robbie pour assumer qu'on ne connaît pas. Mais donc nous, on n'est pas là-dessus. Mais quelle que soit la façon dont on attrape cette matière, moi, j'accepte en tant que spectateur volontiers de ne pas tout comprendre et ça me mobilise en fait. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir les codes et de courir un peu après me mobilise et me met dans le film. C'est le pari qu'on fait sur ce type de film. Bon, en tout cas, moi, je trouve qu'il est assez réussi aussi ce pari-là de mêler dialogues qui peuvent être parfois très techniques, mais aussi en même temps arriver à être pédagogue et à nous faire comprendre. Et ça passe pas mal aussi, du coup, par ce personnage-là de Clémence dont tu parlais, qui est un peu, bah, nous, en tant que spectateurs, en fait, on arrive avec elle dans le Parlement. Elle est vous en tant que spectateur parce qu'elle est aussi moi dans mon entrée dans cette histoire. C'est-à-dire que c'est d'abord mon véhicule à moi. J'arrive au Parlement, j'ai pas les codes, on m'explique des choses, je fais l'enquête qu'ils ont déjà fait. Alors c'est 10 ans plus tard et c'est pas avec eux dans leur équipe, mais quelque part. J'ai l'impression de faire partie de l'équipe parce qu'ils me le racontent, quoi. Et puis, il y a cette transmission qui est le thème un peu souterrain du film. D'ailleurs, parlons un petit peu de ces personnages et des acteurs qui les interprètent. Après avoir fait jouer Olivier Gourmet dans le rôle d'Éric Dupond-Moretti, donc cette fois-ci c'est Bouli Lanners qui interprète une autre figure de la politique française. Ma question elle est simple, est-ce que les acteurs belges ils sont plus à même à jouer nos politiciens? Je sais pas, mais c'est un hasard total. Ah oui, Et oui. Ah si je fais non, ça une troisième fois, faudra vraiment me reposer la question, ce ouais. sera suspect. C'est un hasard total. Les Belges sont très bons. C'est vrai, il y a les Français aussi. Ça s'est trouvé comme ça, quoi. Voilà. Non Et mais voilà, plus sérieusement, comment il s'est fait ce choix de Bouli Lanners? en pensant assez vite à Bouli, en me disant que Bouli, il avait ce truc de... Alors moi, c'est ce que j'ai trouvé moi chez José Bové, et ça aussi, c'est des questions qui reviennent souvent. On a tous un imaginaire de José Bové qui est essentiellement, là encore, c'est générationnel, mais qui
qui est essentiellement Le un McDo. militant voilà, qui fauche des champs OGM et qui démonte un McDo. Et là, c'est José Bové qui parle de droit et qui est eurodéputé. Donc c'est très différent l'endroit où il est. Et donc je savais ça, que ce qu'on allait proposer dans notre José Bové de cinéma allait un tout petit peu casser l'idée qu'on s'en faisait. Et je savais aussi que moi, le José Bové que j'ai rencontré moi et que je voulais peindre dans le film est tout à fait différent aussi. Moi, ce que j'ai trouvé chez Bouli intuitivement tout de suite, que je vois chez José, c'est une forme de tendresse, c'est une forme de calme, de sagesse. Voilà, et en même temps, il y a une notion de plaisir très forte chez le personnage, et je sens chez Bouli un appétit, voilà. Et en même temps, en contrepoint de tout ça, un rapport à l'autorité assez singulier. Il y a chez Bouli un côté punk, même qui cultive même physiquement dans son look, quoi, Ouais, un peu. ouais. Et ses tatouages, voilà. Et donc, il a ces deux trucs-là, quoi. C'est-à-dire que c'est des personnages, je sais pas moi, sans le connaître, Bouli, quand je le voyais dans des longs métrages, dans ses films à lui, le dernier film qu'il a fait, L'ombre d'un mensonge, je crois en français, Nobody Has to Know, c'est ça, ou dans C'est ça l'amour de Claire Burger, Ouais. pour le dire comme ça, j'ai un peu envie de lui faire un câlin. Voilà. Il a ça, oui. Et en même temps, il a un truc d'un mec qui va pas se laisser faire. Et il se trouve que dans le réel, Bouli est très engagé politiquement. Il est engagé dans la rue sur le combat anti-nucléaire en Belgique. Il est connu là-bas pour ça, etc. Donc il y avait plein de choses qui résonnaient, qui se connectaient au vrai. Et j'avais comme ça l'intuition, sans encore le connaître vraiment, que ça pouvait connecter avec José dans la rencontre. Parce que j'avais besoin aussi de ça, quoi. J'avais besoin de me dire que quand on incarne quelqu'un de vivant, qui est là et qui va vous regarder, je me mets à la place du comédien qui doit l'incarner. Quelque part, il faut que je me sente regardé avec bienveillance et confiance par José Bové. Donc j'avais besoin de passer par la rencontre. Parfois, ça ne se fait pas. Parfois, ça arrive que le comédien ou la comédienne n'ait pas du tout envie de se confronter au réel pour se sentir plus libre, etc. Et j'aurais peut-être accepté d'ailleurs si Bouli m'avait dit j'aime autant faire tout à distance. Mais bon, moi c'est pas trop comme ça que je fais quoi. Et donc j'étais content qu'ils me disent tout de suite oui oui c'est super je veux le rencontrer. Voilà. Donc tout ça c'est de l'ordre de l'intuition qui se valide étape par étape. Et la rencontre a été géniale. Ils sont devenus copains et ça a beaucoup nourri ce qu'a composé Bouli, ce qu'a créé Bouli. Et dans un de vos premiers courts-métrages, vous aviez fait jouer Éric Dupond-Moretti. Est-ce que l'idée de faire jouer Dupond-Moretti, ou là, dans ce cas-là, José Bové, vous a traversé l'esprit à un moment? Non, et surtout pas. C'est-à-dire que là, pour le coup, je sais que je fais des films un peu hybrides qui mélangent des genres parce que c'est tiré de faits réels, mais ça, c'est une transgression impossible. D'abord parce que ni l'un ni l'autre ne sont véritablement acteurs. Que acteur, c'est pas juste être un homme politique et savoir parler, ou être avocat et savoir plaider. C'est savoir refaire plusieurs fois la prise en feignant une émotion qui n'est pas la vôtre. C'est composer quelque chose, construire quelque chose. C'est l'antithèse de demander à quelqu'un d'être lui-même. C'est pas du tout ça, être acteur. Donc non, c'est pas du tout une option. C'est une question qui revient tout le temps. Donc je comprends qu'on se la formule, mais pour moi, c'est un petit peu hors sujet de demander à quelqu'un, quand on fait du cinéma, de venir incarner lui-même. Si Ok, on fait un je suis film, pas original. Je suis pas non, non, original. non, non, mais non, mais c'est une question classique, mais pour moi, c'était pas possible. Je me demande bien ce que j'aurais dit j'imagine 2 secondes là, l'un ou l'autre. Si j'avais dit non, mais en fait, c'est pas trop comme ça que tu devrais faire, alors que c'est lui. Je ne vois pas comment on s'en sort là. C'est Clint Eastwood qui avait fait le 15h17 pour Paris, où il avait fait rejouer vraiment ceux qui avaient été Très mauvais victimes. film. Ouais, voilà. Ouais, Ouais, voilà, très voilà. mauvais film. C'est pour ça que je prends Et cet exemple. il a fait rejouer quoi? À une victime en plus? Oui, c'était ceux qui avaient arrêté en fait le terroriste dans le train, les trois Américains qui rejouaient du coup tout ce Donc qui les se passait héros avant. plutôt. Ouais, les héros, Ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais. Oui, et puis comme c'est des anonymes, il s'est dit, bah, ils savent et tout. Non, mais ok, après, je veux pas d'abord dire du mal de cet immense cinéaste, même s'il est un tout petit peu devenu d'extrême droite avec le temps. C'est pas le sujet. Mais tout le monde fait ce qu'il veut, et puis parfois, ça peut faire des trucs géniaux, et puis parfois, on demande à quelqu'un qui n'est pas acteur, et c'est un autre travail, etc. Mais là, bon, en tout cas, pour résumer à ça, c'est pas ma méthode, et je ne saurais pas m'y prendre.
Bah, quand bien même vous ne faites pas intervenir les vrais protagonistes, mais vous, en fait, vous les évoquez clairement, hein. Dans Une intime conviction, on a donc le personnage de Dupond-Moretti, on a l'affaire Suzanne Viguet, là on a José Bové, Barroso, l'affaire Gianni. Je trouve que vous êtes un des rares cinéastes français à vous confronter à ce point-là au réel, en n'ayant pas peur en fait de dire les noms. Vous changez, en fait, vous vous inspirez de cette réalité, mais vous n'êtes pas là à vous arrêter à l'inspiration première. Vous dites les choses sans changer les noms. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce choix-là de faire ça? Qu'est-ce qui vous intéresse, ouais, là-dedans? Alors oui, j'ai pas peur, ça fait partie de la démarche. J'ai l'impression que je fais des films engagés et citoyens, et donc ça fait partie de cet engagement. Mais c'est pas un truc que je théorise en disant ah c'est super, je vais avoir l'air courageux. C'est juste que je vais chercher des sujets dans le réel, et une fois que je les trouve, je ne vois pas comment je vais contourner le fait de changer les noms. Je me souviens quand je me posais ces questions-là sur le premier film. Très tôt, les avocats, parce que je consultais des avocats, ça fait partie des projets, et ça va avec, me disaient, en fait, quand bien même on changerait un nom, à partir du moment où on se reconnaît là-dedans, on peut attaquer. S'il y a atteinte à la vie privée, s'il y a diffamation et que vous avez changé, le réel s'appelle Pierre, mais vous l'avez appelé Paul, ben en fait, à partir du moment où il y a un certain nombre d'éléments qui fait qu'on peut se reconnaître, il y a un principe de droit qui s'applique. Donc moi, je préfère assumer le jeu et le risque, mais aussi circonscrire mon travail au respect du droit. C'est-à-dire que ça va avec. C'est-à-dire que ça implique une responsabilité de faire ce type de film-là. Et bon, c'est le travail que j'ai fait. J'aime faire ça. C'est toujours un peu dangereux. C'est-à-dire que forcément, parce qu'il y a un point de vue à chaque fois, donc il faut assumer ce point de vue. Et donc sur le premier film, on a eu un référé d'un des protagonistes de l'affaire qui a porté plainte pour interdire la sortie du film. Il n'a pas eu gain de cause, on a gagné sur toute la ligne et la justice française a déclaré que le film était d'intérêt général dans une société démocratique. C'est le cœur de ma démarche. J'ai pas du tout fait le film en pensant à ça. J'étais très content du verdict du tribunal correctionnel, d'autant que c'était un film qui questionnait la justice elle-même sur ses errements et ses dysfonctionnements, d'autant que Jacques Viguier, qui a été acquitté par 2 fois, malheureusement, il y a une bonne partie des magistrats à Toulouse qui doivent considérer encore qu'il est coupable, et donc qu'une autre partie de la justice rende justice à tout ça à travers le film. D'abord, ça a estomaqué le premier concerné, Jacques Viguier. Et voilà, tout ça, ça a beaucoup de sens. Donc, j'ai l'impression que ce que je fais s'inscrit dans ces démarches-là. Et donc, quand on parle de la démocratie, on pense aussi à la liberté d'expression. On est dans un pays, on est dans des pays en Europe où on peut faire ça. Il faut le faire. Évidemment qu'il faut le faire. Les États-Unis se privent pas, hein. Ils le font très souvent, eux qui sont encore plus attachés que nous à la liberté d'expression. Et oui, mais c'est ça ce qui fait aussi que vos films se rapprochent très souvent aussi du cinéma américain parce qu'on a plutôt l'habitude de voir ça aux États-Unis et moins en France. Et c'est peut-être ça aussi qui surprend les Français. Ouais, ouais, peut-être, peut-être. Ouais, ouais. Mais c'est vrai. C'est vrai que la démarche est un peu singulière et qu'il n'y a pas. Après, c'est pas complètement vrai parce que il y a eu un film sur les algues vertes, il y a eu un film sur le Mediator, sur Irène Frachon, la fille de Brest. Il Oui, y en c'est a eu vrai. plusieurs. Il y a eu un film très récent qui s'appelle La Syndicaliste. Tous ces films sont sur le même ADN exactement. Donc en fait, j'ai pas non plus inventé. Oui. Oui, oui, il y a toujours des petits exemples, c'est sûr, on en trouve toujours. Et à propos de réel, mais il y a quand même toujours dans vos films des personnages centraux qui sont complètement fictifs, hein. Dans Une intime conviction, il y avait le personnage de Marina Foïs qui n'existe pas dans la réalité. Là, c'est celui donc de Céleste Brunkel avec le rôle de Clémence. Comment vous avez choisi cette actrice et donc pourquoi avoir écrit ce rôle? J'imagine que vous avez un petit peu répondu à la question tout à l'heure en disant que Alors, c'est ouais. votre alter ego, mais D'abord, la nécessité des personnages de fiction, c'est la nécessité de la fiction. C'est-à-dire que c'est là qu'on travaille. C'est là qu'on peut inventer, créer, projeter nos affects pour fabriquer de la dramaturgie et que le spectateur s'incarne aussi, quoi, enfin, s'identifie. Euh, donc, ce personnage de Clémence, c'est très tôt qu'on qu'on théorise que on a besoin de 3 générations, qu'une jeune femme, c'est plus intéressant en termes de contraste pour venir les bousculer.
Ils ont eu, d'abord, il y a plein de Clémence au Parlement européen. Il y en a même une qui est une ancienne stagiaire du vrai Jean-Marc, donc Fabrice dans le film, qui s'appelle Clémence. Mais donc j'ai découvert ça après avoir nommé le personnage Clémence. C'était une coïncidence. Donc voilà, il y a des stagiaires devenus assistantes parlementaires. Donc on s'est dit ça très tôt. Et assez vite, je pensais à Céleste Brunkel, dont j'avais repéré le travail dans son premier film Les Éblouis, et Ouais. surtout dans Thérapie par la suite, que là, je l'ai trouvé vraiment remarquable. Elle avait que 16 ans, et je tenais à la jeunesse. Et je trouve que Céleste, elle a un truc, elle a tout, Céleste, de toute façon, elle est hyper forte. Elle a d'abord, du haut de ses 20 ans, compris instinctivement. On a l'impression qu'elle fait ce métier depuis 15 ans, quoi. C'est vraiment très impressionnant. Elle sait très, très bien poser sa voix. J'adore la filmer. Je trouve qu'elle prend la lumière incroyablement. Enfin, elle est hyper, hyper cinégénique. J'ai un désir de faire des gros plans sur Céleste, quoi. Et d'ailleurs, je me retenais pour qu'il y en ait des payants dans le film, pour pas en faire trop. Je trouve qu'elle a tout. Elle sait se déplacer dans l'espace. Elle est extrêmement intuitive et en même temps, elle est très, très précise dans ce qu'elle fait et elle fait les choses différentes d'une prise à l'autre. Et j'étais toujours un peu à courir derrière. C'est-à-dire que quand moi, j'essayais de l'emmener, il y a une scène que j'aime bien sur le quai de la gare où elle rentre dedans. On a fait pas mal de prises et une fois qu'on est arrivé à destination de ce que je cherchais, où il me semblait qu'on était bon, etc., je dis c'est super. Mais, et je sens elle a pas complètement. Et donc, je lui dis refaisons-en une, fais ce que tu veux. Et c'est génial. Et c'est beaucoup mieux que l'idée que je me faisais de la scène et de ce que j'essayais de lui faire faire. Et c'est celle qu'on garde, quoi. Et donc, vraiment, elle m'impressionne énormément. Et donc, j'ai un peu pensé à elle pendant l'écriture, quoi. Avec Marc Sirigas, on pensait à elle, j'écoutais sa voix, je suis très sensible aux voix. Je trouve aussi que les alliages d'acteurs, c'est beaucoup un truc de voix, de rythme, pas forcément de méthode, mais de rapport au jeu, de rapport à l'autre. Et après, il faut que ça prenne. Et alors ça, c'est très compliqué de mettre des mots là-dessus, quoi, hein. Donc, mais je les écoute beaucoup. Je cherche. C'est quand même toujours un peu filmer un acteur, filmer une actrice. C'est quand même toujours un peu de l'ordre d'un désir irrationnel, d'une intuition. C'est compliqué de répondre aux questions de pourquoi lui, pourquoi elle, parce qu'ils Ouais. sont trop forts. Ah, c'est vrai, on peut pas le dire le contraire, j'imagine. Mais en tout cas, c'est super intéressant aussi, encore une fois, cette notion de rythme et là, vous parliez de la voix, tout ça, d'alliage. C'est une méthode assez surprenante. Je vais pas vous demander alors pour Thomas VDB, je voulais vous demander pour Thomas VDB. Si, bah aussi, je le trouve. Alors, Thomas, c'est vraiment. Je connais son travail, ses chroniques et son travail sur scène. J'avais vu un de ses spectacles et je vais voir. On est pendant l'écriture un peu sur la fin, un film fait pour Arte par Olivier Jahan qui s'appelle Claire Andrieux. Et Thomas a un petit rôle dans le film, et c'est pas de la comédie. Et il a un second rôle qui est pas hyper présent, mais il fait la voix off. Et donc c'est quand même un point de vue et un personnage important du film. Et je le trouve remarquable, je le trouve hyper juste dans un registre dans lequel je ne l'ai jamais vu. Donc cette idée du contre-emploi, quelqu'un l'a eu avant moi. Et ça m'a inspiré, voilà, ça m'a donné très envie. Voilà, c'est aussi souvent quand on voit les acteurs proposer quelque chose dans le désir d'un autre réalisateur, dans une autre histoire, etc., qu'on tout d'un coup ça ouvre une porte, etc. Et j'aime beaucoup aussi, en tant que spectateur, l'idée de voir un nouvel alliage, de voir des nouveaux comédiens. Et on cherche tous ça, je pense, hein. Ça, c'est vachement important, quoi. Il y a une grande tradition dans le cinéma français de dénicher des nouveaux talents, surtout dans une typologie de cinéma qui va du côté des non-professionnels, etc., qui est pas trop ce que je fais, moi. Mais ça m'intéresse, mais je n'ai pas encore fait ça, quoi. Mais déjà, cette idée de pas cocher les stars du moment, je trouve que c'est un enjeu, en fait. Je trouve que c'est mieux si on n'est pas dans le truc attendu, quoi. Je sais pas, je vais pas sortir des noms, c'est idiot. Mais, mais voilà, donc et je cherche ça, et donc je cherche les trois. Ce qui est compliqué, c'est que j'en cherche pas qu'un ou une, je cherche les trois. Mais vous me retirez les mots de la bouche parce que moi aussi, ces alliages-là, comme vous dites, c'est quelque chose que, bah, en tant que spectateur, je pense que je recherche. Et c'était un plaisir de voir, dans une scène, Bully Lanners qui joue avec Thomas VDB et en même temps Joaquim de Almeida. Je me serais jamais dit que ces trois-là, ils joueraient ensemble. Et c'est, ouais, c'est un plaisir, en fait, en tant que spectateur et cinéphile, quoi.
Alors ouais, Joachim de Almeida, c'est marrant. Là, les réponses sont un peu plus simples. Il y a un truc aussi dans le film, c'est l'alliage aussi, l'ADN européen du casting. Parce que ça, dans le cahier des charges. On fait un film sur le Parlement européen, donc on fait un film sur l'Europe. Ils vont tous parler avec un anglais. Ils appellent ça le globish, l'anglais avec chacun son accent et son mauvais anglais. Donc il fallait trouver cet équilibre-là. Et Joaquim de Almeida, c'est pour jouer Barroso, c'est donc le président de la commission, il est portugais, il parle un français impeccable, un anglais impeccable. Donc on a commencé à regarder la liste des bons acteurs portugais de 55 ans pouvant incarner une figure de pouvoir parlant à la fois anglais et français. Il y en avait, c'était Joachim de Almeida. Et sûrement plein d'autres qu'on n'a pas. Mais en tout cas, il est tout de suite apparu. Et il avait pour lui, en plus d'être un excellent acteur, d'avoir un passif, une carrière, donc dans nos imaginaires, de méchant de cinéma. C'est-à-dire qu'il a été beaucoup, beaucoup employé à Hollywood pour faire. Alors, c'est Bah, le truc un il est peu aussi bon dans Fast and Furious 5 en méchant que chez vous, hein. Oh, il est même mieux chez moi, je trouve. Je suis allé voir du coup Fast and Il y Furious a, 5 et il y a plus de choses à jouer chez vous. bah, en tout cas, je trouve qu'il ouais, il est plus intéressant, quoi. Mais du coup, c'est intéressant parce que notre Rosso, c'est l'antagoniste de notre équipe. Donc, c'était intéressant, ça aussi, quoi. On ait l'impression de le connaître et que sans forcément on se dire, ah, mais oui, je le connais. Et donc, pour jouer quelqu'un qui est le président de la commission, ça a beaucoup de sens. Et il est génial, Joachim. Je l'ai trouvé super dans le film. J'ai adoré la rencontre. C'était super. J'imagine qu'on vous pose souvent la question, mais est-ce que ça a été compliqué de tourner dans le Parlement européen? Bah, non, ça n'a pas été compliqué. C'est une institution transparente. Ils organisent vraiment des visites au Parlement très régulièrement. Vous pouvez aller visiter le Parlement en groupe. Il suffit de contacter un député. Il vous paye même le voyage depuis Ouais. quelle que soit la région française. Il faut juste s'organiser un peu. Donc, c'est une institution qui veut absolument se donner à voir et qui fait œuvre de pédagogie. Et donc, ils ont très bien compris, notamment grâce à la série Parlement, qui a déjà tourné chez eux, l'enjeu de laisser entrer la fiction. En plus, c'est des bâtiments publics, donc vous payez pas, ils ne monnaient pas leur décor, contrairement à des institutions exsangues comme la justice française, par exemple, qui a vraiment des Ok. problèmes de moyens et qui s'empresse de louer les décors, on peut le comprendre. Là, le Parlement, pour le coup, c'est pas cette problématique. Donc, ils nous ont demandé à lire le scénario. On s'inquiétait un petit peu parce que c'est une affaire bien réelle, on garde les noms, etc. Mais ils ont compris. Ils ont compris aussi qu'ils traversent une crise, le Parlement. Il y a l'affaire du Qatargate. C'est à chaque fois dans les crises que les institutions se réforment et font des efforts de transparence et d'éthique. Et je pense que c'est une très bonne chose d'avoir laissé entrer la fiction pour parler de corruption et pour laisser l'opinion publique, les spectateurs s'interroger sur tout ça en toute transparence. Voilà. Donc ils ont compris, ils ont lu le scénario, ils ont dit oui, ils nous ont accueillis, ils nous ont aidés, ils nous ont encadrés, ils ont dépensé des moyens, du temps, de l'argent pour payer du personnel parce que au mois d'août il y avait beaucoup moins de monde, donc ils ont Hmm. voilà, mobilisé des moyens et du temps pour permettre au film de se faire dans leurs locaux. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la démocratie. On peut tourner des films au Parlement européen. Et vous savez ce qu'a pensé le Parlement, bah, les parlementaires de votre film? Alors, j'ai pas eu les retours des 720 parlementaires, Oui. mais de quelques-uns d'assistants parlementaires et de la fonction publique aussi un peu, pas beaucoup du côté de la commission, mais un peu d'anciens membres de la commission, enfin pas de commissaires, mais de gens qui ont travaillé pour la commission pendant des années. Et globalement, tout est plutôt positif, quoi. On a fait des projets à Bruxelles et Strasbourg, et globalement le film est bien reçu, quoi. Bon, bah, la prochaine fois, je veux le retour des 700 parlementaires alors. Ouais, bah on les a invités, mais ils sont occupés. Et il y a même une touche de comédie dans votre film, ce qu'il n'y avait pas forcément dans le premier. Comment ça vient d'où? Ça vient des personnages en fait que vous avez voulu Ouais. retranscrire? Ça, exactement. Ça vient de la rencontre avec José, de son sourire jusqu'aux oreilles et du plaisir avec lequel il nous racontait ses batailles. Et en fait, c'est un plaisir qui prend dans la bataille, qui fait partie du personnage, qu'il était impossible pour nous d'enlever. Voilà, ça faisait partie. Et du coup, de ce désir de cinéma un peu, comment dire, infusé dans les polars américains, les histoires de complot et d'enquête à l'américaine qui sont toujours très sombres, parfois désabusées, rarement optimistes et rarement fun.
Et donc, nous, on a voulu, pour le coup, qu'il y ait du plaisir, du sourire, un peu d'humour. C'est pas non plus une comédie, évidemment. On cherche pas les rires des spectateurs, mais il y a ça chez les personnages. C'est-à-dire que ils impulsent ça, en fait. Et du coup, ce plaisir qu'ils prennent, il est aussi dans le plaisir que prend le spectateur dans un film qu'on a voulu ludique, qu'on a voulu un peu fun. Voilà, avec au détour d'une scène, on fait un peu une comédie d'action tout d'un coup. Même si ça reste sérieux et qu'on raccroche à l'intrigue tout de suite, bah voilà, on s'émancipe tout d'un coup de la solennité du genre de ce type de film pour aller dans quelque chose d'un peu plus hybride. Et je revendique ça. Le film est assez hybride. C'est pour ça qu'il est. De toute façon, le cinéma, c'est toujours intéressant quand c'est un prototype, quoi, et que ça ressemble pas complètement à ce qu'on a vu avant. Et effectivement, c'est mieux en plus si ces hybridations Hybridation, viennent ouais. du réel, viennent des personnages. C'est-à-dire que on s'est pas dit, tiens, on va mélanger ce genre et Ouais, ce genre. C'est oui, oui, plus un c'est pas truc qui est gratuit. imposé. C'est le ton du film, ce qu'on a trouvé, ça vient vraiment de nos échanges et des éclats de rire quand on échange avec José et Jean-Marc. Parlons un petit peu de mise en scène, j'ai l'impression que vous prenez beaucoup de plaisir à filmer les couloirs, l'architecture du Parlement, en plus que le visage de Céleste Brunkel, Hmm. du coup. Et il y a notamment ce très joli plan au début du film quand John Daly se fait annoncer à l'accueil par son assistant. Je sais il m'a directement marqué. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail de mise en scène sur ce film? Alors, d'abord, dans les gros enjeux du film, filmer les institutions, concrètement, hein, le cinéma, c'est des visages et des décors, c'est filmer les décors. Donc, ça fait partie du projet. Comment on donne à voir les institutions, comment on fait comprendre formellement, en trouvant des codes, que la commission, dans son opacité, c'est pas le Parlement dans sa transparence. Voilà. Donc, on cherche, on fait beaucoup de repérage, on est très attentif au décor. Il y a aussi l'idée que c'est des grandes machines et donc ça va être des plans un peu larges et qu'on va raconter l'individu comme ça un peu, petit dans dans la grande machine qui le dépasse. Donc, donc quand on fait des repérages, on est plutôt au grand angle et on cherche ça et ensuite on va composer, parce que c'est le cinéma, des décors à partir de plusieurs décors dans le réel. On a tourné à Bruxelles et à Strasbourg. On a tourné une partie de ce qui se passe à Bruxelles dans des lieux à Strasbourg. On a tourné des bouts de la Commission européenne dans des endroits du Parlement, mais qu'on n'a pas mis comme étant le Parlement. Enfin voilà, donc on a trouvé des codes. La Commission, c'était plutôt dans l'ombre, dans le secret, dissimulé, caché. Le Parlement, bah, il y a de la lumière qui rentre, même si on n'est pas en contre-jour, on sent qu'il y a des fenêtres pas loin. Ça circule pas mal dans le Parlement, c'est transparent, quoi. C'est transparent, on se voit les uns les autres. La commission, c'est plus anonyme et c'est caché. Voilà, donc, par exemple, ça, c'est les deux grandes lignes directrices. Et après, oui, moi, je me prenais toujours la tête sur comment je raconte un lieu et comment je raconte le personnage dans le lieu et quel statut il a par rapport au lieu. Et voilà, et après, il y a des enjeux de couleur, de lumière, c'est donc discussion et préparation avec le chef opérateur. Et c'est aussi les contraintes qui font ça. Quand on tourne au Parlement, pour le coup, on les mobilise quand même pas mal et c'est très contraignant. C'est-à-dire que partout où on va, il y a des badges, des portiques, des enjeux de sécurité. Pardon, chaque matin, on met 1 heure pour rentrer tous les uns après les autres, Hmm. comme à la douane, quoi. Donc, et donc, il faut être très précis sur ce qu'on fait. Donc, on peut pas leur dire finalement, vous voulez mettre la caméra là, mais on va la mettre là-bas, etc. Donc, c'est beaucoup de repérage, de précision. Donc, j'ai intérêt à savoir ce que je fais, quoi. Donc, j'ai beaucoup blindé la préparation, ce qui m'a permis de faire un peu des maquettes, beaucoup de photos et de vraiment savoir ce qu'on faisait, et d'avoir une idée très précise de nos décors, quoi. Vous traitez de l'Europe et de ses institutions. En juin prochain, il y a les élections européennes. Peu de gens s'y intéressent. Il y a encore eu un sondage, je crois, qui est sorti ce matin, où il y a 49% des Français qui s'y intéressent. Quel regard Ouais. vous portez sur ces élections qui arrivent très vite? Bah, je pense que c'est un enjeu crucial, que c'est tragique qu'on ne s'intéresse pas plus à l'Europe que ça. J'espère que votre génération va changer ça, parce que j'ai pas envie d'assister. Enfin voilà, je crois dans ce scrutin. C'est malheureux. José Bové, avec qui j'ai fait toute la tournée, là, dit souvent le gros problème, c'est que
les politiques français aimeraient que l'Europe, ce soit la France en grand, mais c'est le contraire exactement de ce qu'est l'Europe. L'Europe, ça va contre l'idée des empires et des nations. Les Français ont un peu ce problème-là. On se regarde un peu le nombril, ou on regarde nos pieds en râlant. On a tendance à tout le temps instrumentaliser l'Europe en tapant sur Bruxelles, comme si c'était Bruxelles, alors que c'est plusieurs institutions avec un principe de droit très intelligent. C'est un édifice en permanente construction qui est beaucoup plus démocratique et éthique et transparent que notre Cinquième République. 70 à 80% de ce qui se vote dans notre pays viennent des directives européennes. Donc, et puis c'est toujours pareil, quoi. Si on se soucie pas de politique, si vous vous occupez pas de politique, la politique va s'occuper de vous. Voilà. Donc, je pense que c'est dramatique qu'il y ait 50% d'abstention en France. C'est dramatique que nos propres politiques voient la carrière politique européenne comme un plan B. Parce que c'est quand même ça qui se passe, c'est des trucs de pré-retraités les trajectoires politiques, alors même que parmi les autres pays européens, c'est pas du tout le même rapport. En Allemagne, c'est bien plus glorieux de faire une carrière politique au Parlement européen ou à la Commission qu'une carrière domestique à l'intérieur du pays. Donc voilà, j'espère que tout ça va changer un jour et quelque part la démarche du film c'est au moins de proposer d'autres représentations, quoi, et au moins donner envie, déjà casser un petit peu les fausses ou les mauvaises représentations ou les non-représentations qu'on se fait de l'Europe, nos imaginaires, quoi, mal nourris, et les nourrir autrement, et puis donner envie d'aller gratter, d'aller y voir de plus près, parce qu'en fait, il y a plein d'hommes politiques et de femmes politiques qui travaillent et qui sont intègres, et il faut s'y intéresser. Est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet ou pas encore? Ouais, ouais, aussitôt le film sorti, j'ai réussi à m'y remettre. En fait, je développe toujours plusieurs projets en parallèle. Et puis après, à un moment donné, il y en a un qui prend le dessus sur d'autres. Et donc, oui, mais c'est trop tôt pour en parler. Je peux juste dire que là, les différents projets qui se développent sont tous un peu sur cette méthode d'archives, de travail dans de la matière et des faits réels et des archives, des histoires vraies. Voilà. On sera peut-être pas marqué d'après une histoire vraie, mais en tout cas, ça part du réel. Et en revanche, il y a une distance qui fait que je ne peux pas avoir accès aux protagonistes. Donc là, tout d'un coup, pour moi, c'est le grand saut dans l'inconnu. Ah oui, C'est-à-dire que oui, oui. j'ai pas de source première vivante. Voilà. Donc, en gros, mes protagonistes sont morts, quoi. Donc, voilà. Donc, un step de plus mais toujours quand même avec un rapport un peu obsessionnel à l'écriture pour mieux me libérer et d'aller dans le cinéma après. Au moins, on vous posera pas la question de faire jouer les vrais protagonistes dans le film. Non, ouais, je vais pas répondre, ils étaient morts. Ouais. Rapidement, on termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. C'est quoi le dernier film que vous avez découvert au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué et que vous voudriez recommander? Le problème, c'est quand on fait des films, en plus là, On n'a j'étais pas le temps vraiment, d'en voir. on en rate plein. Donc, le dernier chef-d'œuvre que j'ai vu, c'est La Zone d'intérêt, qui m'a pas complètement sur le moment, c'était bien moins puissant que ce que m'a laissé le film et la façon dont il travaille par la suite. Mais c'est un film important. Et puis, j'ai beaucoup aimé Pas de vague, Ok. qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bah, je vais aller voir tous les films qui viennent de sortir, là, le même jour que le mien, et puis tous ceux que j'ai ratés. J'ai un peu envie de voir La planète des singes, là, pour parler de plein de choses très différentes. Ça va peut-être être nul, je ne sais pas. Voilà, et bon, je vais retourner au cinéma en tout cas, c'est prévu. Bon, c'est très cool et c'est très hétéroclite, mais à l'image de votre cinéma, je trouve. Sinon, il y a toujours donc une affaire de principe qui est de notre invité du soir, Antoine Rimbaud, qui est toujours en salle. Foncez le découvrir et merci Antoine pour ce moment et pour cet échange. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Merci beaucoup, merci de l'accueil, et allez le voir. Can she be late for her cinema show? Cinema show.